Bonjour les comptables. Alors rapidement, on va attaquer notre dernier thème, le thème 4, l'augmentation du capital. Alors, donc comme ressource au niveau de la plateforme, vous aurez d'abord comme support de cours le thème augmentation du capital, le document suivant. Et comme exercice fiche de TD, vous aurez deux exercices. Un exercice sur l'augmentation du capital très simple et un autre quand même qui va parler de l'augmentation du capital par incorporation des réserves et par rapport au nouveau. Donc voilà pour ce qui est des ressources plus la vidéo que nous sommes en train de faire. Alors, sans plus tarder donc, on va parler de l'augmentation du capital. D'abord le premier point, à savoir les rappels juridiques. Alors vous êtes des juristes, vous avez fait droit des affaires, c'est la votre sort. Il y a de ces concepts que vous êtes tenus obligés de comprendre, autrement dit de bien maîtriser. Alors, on dit donc au cours de leur existence, l'existence des sociétés. Donc, elles sont amenées à augmenter leur capital. Ces modifications d'une grande importance pour les associés et les tiers, c'est-à-dire les partenaires de l'entité, ont des implications financières et comptables particulières. Alors, les implications comptables, vous les saurez. Alors, les modalités d'augmentation du capital retenu vont dépendre de l'objectif que l'entreprise donc cherche à atteindre. Donc, en fonction de l'objectif de l'entité, elle va augmenter son capital excusez-moi. Et là, généralement, les objectifs visés sont les trois indiqués. Premier objectif, l'entité veut procéder à un financement de l'investissement, où elle veut restructurer, d'accord, son activité financière, une restructuration financière. En ce moment, il procède à une augmentation de capital en numéraire ou en nature, c'est-à-dire il va apporter de l'argent, c'est un appel le fonds, de l'argent neuf, ou bien des biens en nature. Parce que peut-être elle veut mettre en place ou bien créer une filiale à Nguékokh. Alors, deuxième objectif, l'entité veut renforcer sa garantie vis-à-vis des créanciers. En ce moment, il peut procéder à une augmentation par incorporation des réserves. Les fameuses réserves qu'on a vues au niveau de la répartition et l'évaluation des titres, à savoir les réserves facultatives ou bien les réserves obligatoires. Alors, deuxième objectif, l'entité veut alléger son endettement. Là, en ce moment, il peut augmenter son capital en faisant quoi? En tout simplement en procédant à la conversion de ses créances. Donc voilà les objectifs généralement visés par l'entité pour une augmentation de capital. Alors l'augmentation de capital, il faut savoir que cette augmentation est régie par l'acte uniforme de loi relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique communs à toutes les sociétés à son article 67. Alors quelques aspects juridiques de l'augmentation du capital. Donc on va parler d'abord du cas des sociétés de personnes, puis du cas des sociétés de capitaux. Et quand il s'agit de sociétés de personnes, on peut donner l'exemple de la SNC, de la SARL, de la société à commandite simple. Alors, on vous dit que par rapport à une opération d'augmentation du capital, l'organe de décision au niveau d'une telle société de personnes, c'est l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, l'entrée de nouveaux associés doit être agréée par les associés en place, bien évidemment. La libération intégrale à la souscription, autrement dit, les actionnaires, autrement dit les nouveaux apporteurs, ce qu'ils apportent comme argent, ça doit se libérer intégralement à la souscription, autrement dit à l'opération. Et selon les statuts pour les autres, à savoir la SNC, les sociétés à commandite simple. Alors l'augmentation du capital peut se faire en numéraire, c'est-à-dire on peut apporter de l'argent, ou bien en nature, ou bien par conversion des créances,
ou bien en prenant les réserves et les incorporer. Quand je dis prendre les réserves et les incorporer, c'est tout simplement déplacer les éléments du capital propre, vers le capital social. Alors, pour ce qui est de la SA, autrement dit les sociétés de capitaux, l'organe de décision, c'est l'Assemblée générale extraordinaire. Alors, en ce moment, le capital doit être intégralement libéré avant toute émission. Avant cette opération, le capital doit être intégralement libéré, sous peine de nullité. Sauf en cas d'incorporation de réserves ou d'apport en nature. Si par contre on incorpore des réserves, là quand même, la condition que le capital soit intégralement libéré, d'accord, ne se pose plus. Ou bien, on peut tout simplement apporter des biens en nature, autrement dit des apports en nature, pour une augmentation du capital. Là, en ce moment, le capital peut ne pas être intégralement libéré. Alors, les décisions sont prises par rapport à cette augmentation, sont prises au niveau de la SA, à la majorité des 2/3 des actionnaires. Pour l'incorporation des réserves, par contre, c'est la majorité simple qui est requise. Alors, le capital est libéré. Quand je parle du capital, ce n'est pas l'ancien capital, c'est le nouveau capital, ce que les nouveaux associés vont apporter, les nouveaux apporteurs. Le capital est libéré du quart de la valeur nominale à la souscription. Là, on fait addition au numéraire. Et le reste dans les 3 années à venir. Alors, la prime d'émission, un nouveau concept qui représente le prix payé en sus de la valeur nominale de l'action. Parce que quand vous venez intégrer évidemment une nouvelle société, vous allez cotiser. Mais étant donné que l'entité a pris de la valeur, cela va de soi, vous n'allez pas verser tellement la valeur nominale. Vous allez verser en sus de la valeur nominale ce qu'on appelle une prime d'émission. Et là, on nous dit que cette prime d'émission est totalement libérée à la souscription. Donc, la prime d'émission n'est rien d'autre que le prix de vente de l'action moins la valeur nominale. Autrement dit, le sus que vous ajoutez. Alors, en cas d'apport en nature, l'intervention de commissaire aux apports est obligatoire. Donc là, on en a parlé au niveau de la constitution des sociétés, c'est-à-dire pour apprécier la valeur des apports, des biens que les associés ont apportés. Alors, on passe au deuxième point, les aspects comptables. Au niveau de ces aspects comptables, d'abord, on va parler du plan comptable, autrement dit du cadre comptable, pour être précis, les comptes qu'on doit utiliser. Donc, il y a presque tous les comptes qu'on a eu à imputer quand on faisait la constitution, à débiter, à créditer, à savoir le 101 capital social. Et dans ce 101, il y a les sous-comptes, le 1011 capital souscrit non appelé, 1012 capital souscrit appelé non versé, 1013 capital souscrit appelé versé non amorti, et au nouveau compte, le 1014 capital souscrit appelé versé amorti. Alors, autre nouveau compte, c'est la prime d'émission, précisément le 1051, qui est un sous-compte de 105 primes liées aux capitaux. Ça, c'est un nouveau compte qui va intervenir sur le schéma de comptabilisation. Les 109 apporteurs capital souscrits non appelés qui a été utilisé au niveau du chapitre de la constitution des sociétés commerciales. Et enfin, ensuite, les réserves, le compte 11, tout ce qui est réserve vu au niveau de la répartition des bénéfices, réserve légale, 111, 112, réserve statutaire et autres réserves, précisément la réserve facultative 1181. Les reports, idem, le report débiteur et le report créditeur, et là, le résultat qu'on a l'habitude d'affecter, qui peut être un bénéfice ou une perte de 131 ou 139. Alors, en plus de ces comptes de capitaux propres, vont s'ajouter des comptes de créances et de dettes, à savoir le 46 associés groupe. Alors, comme compte, on avait l'habitude d'utiliser le 4611 associé apport en nature, ça revient, le 4612 associé apport en numéraire et le 4613 associé capital souscrit après non versé en cas d'éligibilité de la créance au niveau de l'apport et de l'apport. Le 4615 par contre qui est un nouveau compte appelé associé versement reçu sur augmentation. Le 4616, les versements anticipés, quand il s'agit d'une opération d'augmentation, il peut y avoir des apporteurs qui peuvent anticiper le versement, ou bien des actionnaires qui vont défaillir, comme ça, voilà. Et là, vous avez le 4617, actionnaire défaillant. Le 462, associé compte courant. Le 467, actionnaire descendu sur capital. Tout ça, donc, c'est des comptes qu'on a vus au niveau de la construction des sociétés commerciales. Alors, sans plus tarder, on va passer au traitement comptable de l'augmentation. Donc, il s'agira donc de 2 points ici.
Le premier point, ça sera l'augmentation par rapport au nouveau. Le deuxième point, ça sera l'augmentation par incorporation de réserve. Alors, ce qui est du premier point, à savoir l'augmentation par rapport à nouveau, autrement dit, c'est du numéraire qu'on va incorporer sur le capital. Donc, les caractéristiques de l'action ou du part social, l'action dans la société anonyme ou bien la part sociale au niveau de la société à responsabilité limitée ou bien les sociétés à nom, les sociétés à commandite simple. Alors, pour ce qui est des caractéristiques d'une action donc ou de la part sociale, on va parler premièrement de la valeur nominale de l'action. C'est quoi la valeur nominale? C'est la valeur de l'action acquise au moment de la constitution. C'est la valeur de l'action retenue au moment de la constitution du capital, qui est une valeur constante. Là, on peut donner l'exemple, valeur nominale 10 000. On le retrouve souvent dans les exercices. La deuxième valeur, appelée valeur avant augmentation, vue au niveau du thème évaluation des titres, VI, qui n'est rien d'autre que la valeur mathématique comptable ou la valeur mathématique intrinsèque s'il y a des plus-values moins évaluées, c'est-à-dire si le bilan est réévalué, et évalué autant pour moi. Alors c'est la valeur réelle de l'action au moment de l'évaluation, avant l'opération de l'augmentation. Alors ça peut représenter la valeur mathématique comptable ou la valeur mathématique intrinsèque, c'est pourquoi on dit valeur mathématique. C'est la valeur donc de l'action par rapport au patrimoine. Un exemple, on se retrouve avec une valeur réelle de l'action après évaluation, une valeur de 13 000. Alors, le prix d'émission, qu'on va nommer E, c'est le prix auquel l'action a été émise dans le cadre d'une augmentation de capital. Autrement dit, c'est le prix de vente de la nouvelle action. Valeur que devrait verser l'actionnaire en termes d'apport nouveau. On va supposer, par rapport à un exemple, que le prix d'émission est égal à 11 800. Alors, qu'est-ce que vous allez constater? La valeur nominale est inférieure au prix d'émission, mais le prix d'émission est inférieur à la valeur avant augmentation, autrement dit la valeur réelle. Voilà donc les contraintes liées à l'émission. Voilà ces contraintes qu'on va voir peut-être élément par élément. Alors, maintenant, on va parler de la prime d'émission. On l'avait introduit. Donc, on nous dit que c'est le prix d'émission. Si le prix d'émission est supérieur à la valeur nominale de l'action, si le prix d'émission, tel est le cas, est supérieur à la valeur nominale de l'action, une prime d'émission. Donc, faites très attention, il y a le prix d'émission et la prime d'émission. Une prime d'émission qui a un caractère de réserve serait constituée et inscrite dans le compte 1051, c'est le fameux compte qu'on avait mis en exergue tout de suite. Cette prime ne constitue pas un produit pour l'entreprise. Alors, comment on calcule la prime d'émission? On va prendre tout simplement le prix d'émission moins la valeur nominale multiplié par N. N, c'est le nombre d'actions globales. Ça, maintenant, ça nous donne la prime d'émission globale. La prime d'émission par action, ça ne sera rien d'autre non que le prix d'émission moins la valeur nominale. Alors, pour ce qui est de l'augmentation par apport nouveau, elle prend la forme d'une émission d'actions nouvelles, dont le prix d'émission est compris entre la valeur nominale et la valeur réelle de l'action. C'est ce que nous venons de préciser au niveau des contraintes liées à l'émission. On dit que la valeur réelle peut être déterminée à partir de la valeur boursière ou d'une valeur calculée sur le patrimoine de l'entreprise. Donc, si l'entité est cotée, cela va de soi. Sa valeur réelle sera déterminée en fonction de la valeur boursière de l'action. Si l'entité n'est pas cotée, on est tenu obligé de calculer la valeur réelle en prenant en compte ou bien la valeur mathématique comptable ou bien la valeur mathématique intrinsèque. D'où la valeur calculée sur le patrimoine de l'entité. Voilà donc pour la première partie. Donc, la suite, on va parler des différents types d'émissions et on va parler des écritures comptables, d'accord, après l'application que nous aurons à faire, d'accord, à la séance prochaine. Donc voilà, puis maintenant on va attaquer le deuxième point, autrement dit l'augmentation du capital par incorporation de réserve.
Merci.